Je me suis tellement trompé sur son compte. Pendant 38 ans, j'ai cru avoir élevé une fille compatissante et attentionnée, qui comprenait la valeur de la famille et les sacrifices que sa mère et moi avions faits pour lui offrir une belle vie. Juliette était censée être différente. Elle était censée honorer la mémoire de sa mère, et non la profaner pour de l'argent. Mais j'avais tort. Je m'appelle Robert Mercier et j'ai 65 ans. Je vis dans un modeste pavillon à Écully, près de Lyon. C'est la même maison où ma femme Marguerite et moi avons élevé Juliette. Marguerite est décédée il y a 14 mois après une bataille brutale contre un cancer des ovaires. La maladie l'a emportée rapidement, vicieusement, et la voir se détériorer au cours de ces 6 derniers mois a détruit quelque chose de fondamental en moi. Marguerite était tout pour moi. Nous nous sommes rencontrés à l'université Lyon 2 en 1982, nous nous sommes mariés 2 ans plus tard et avons construit ensemble une vie que je pensais banale, mais profondément significative. Je travaillais comme ingénieur civil pour la métropole, un emploi stable qui payait les factures et finançait nos modestes rêves de retraite. Marguerite a enseigné à l'école primaire pendant 30 ans, se dévouant pour les enfants des autres comme elle l'a fait pour notre propre fille. Lorsque le diagnostic de Marguerite est tombé, nous étions à la retraite depuis 2 ans. Nous avions des projets, simples peut-être, mais c'étaient les nôtres. Nous voulions faire le tour de France en camping-car un été. Nous parlions de passer les hivers à Nice pour échapper à la grisaille lyonnaise. Nous rêvions de devenir le genre de grands-parents qui gâtent leurs petits-enfants avec de l'amour et des biscuits faits maison. Le cancer a volé tout cela. Les frais médicaux étaient écrasantes, même avec la sécurité sociale et notre mutuelle. Les traitements expérimentaux dont Marguerite avait besoin n'étaient pas entièrement couverts, et nous avons épuisé nos économies pour essayer de lui acheter plus de temps. Dans ces derniers mois, quand nous avons su que la fin approchait, Marguerite m'a fait promettre quelque chose. Robert, a-t-elle dit, sa voix n'étant plus qu'un murmure, sa main effrayante de maigreur dans la mienne. Prends soin de toi. N'ose pas renoncer à la vie quand je serai parti. Et assure-toi que Juliette sache combien nous l'aimions. Assure-toi qu'elle comprenne que la famille est tout ce qui compte. J'ai fait cette promesse. J'ai embrassé son front et juré d'honorer ses volontés. Marguerite avait été prévoyante concernant l'assurance vie. Des années auparavant, alors que Juliette était encore au lycée, Marguerite avait souscrit une police substantielle de 2,5 millions d'euros pour protéger notre famille. Les primes étaient gérables, et la police garantissait que s'il lui arrivait quelque chose, je serais financièrement à l'abri pour mes vieux jours. C'était son dernier cadeau. Sa façon de dire, je prendrai soin de toi même quand je ne serai plus là. Après la mort de Marguerite, je me suis effondré. Je n'ai pas honte de l'admettre. J'ai arrêté de manger correctement. J'ai cessé d'aller au centre social où Marguerite et moi jouions au bridge le mardi soir. J'errais dans notre maison comme un fantôme, touchant ses affaires, sentant ses vêtements, m'endormant dans son fauteuil préféré parce que je ne supportais pas de dormir seul dans notre lit. Juliette vivait à la Croix-Rousse, à environ 30 minutes de là. Elle travaillait comme responsable marketing pour une start-up technologique à la Pardieu, ou du moins c'est ce qu'elle me disait. Elle était divorcée, sans enfant, et m'avait toujours semblé farouchement indépendante. Après la mort de sa mère, elle est venue plus souvent. Elle me préparait des repas, s'asseyait avec moi pendant que je pleurais, m'aidait à trier les affaires de Marguerite quand j'ai enfin trouvé la force de les emballer. Je pensais qu'elle était une bonne fille. Je pensais que le deuil nous avait rapprochés. Avec le recul, je vois la vérité. Elle tournait autour de moi comme un vautour, attendant son moment. 3 mois après les funérailles de Marguerite, le versement de l'assurance vie est arrivé. 2,5 millions d'euros déposés directement sur mon compte. Je me souviens avoir regardé le relevé bancaire, ne ressentant rien d'autre que du vide. Aucune somme d'argent ne pouvait ramener Marguerite. Aucune somme d'argent ne pouvait combler le trou dans ma poitrine là où se trouvait mon cœur. Juliette était avec moi quand j'ai reçu la notification. Nous étions assis à la table de ma cuisine, buvant un café qu'elle avait pris en passant. « C'est beaucoup d'argent, papa, dit-elle doucement, regardant le relevé par-dessus mon épaule. « C'est le prix de sa vie, ai-je répondu, la voix creuse. Ta mère a payé cela de son existence. Juliette a posé sa main sur mon épaule. Maman voudrait que tu sois à l'abri. Elle voudrait que tu sois à l'aise. J'ai hoché la tête, trop engourdi pour dire autre chose. 2 semaines plus tard, Juliette est venue me voir avec une proposition. Elle m'a fait asseoir dans le salon,
l'expression sérieuse et préoccupée. Papa, je m'inquiète pour toi, a-t-elle commencé. Tu ne penses pas clairement en ce moment. Le chagrin affecte ton jugement. Et si tu prenais une mauvaise décision financière? Et si quelqu'un profitait de toi? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu suggères? Je pense que tu devrais me donner procuration, a-t-elle dit. Juste temporairement. Juste jusqu'à ce que tu te sentes plus toi-même. Je peux gérer tes finances, m'assurer que les factures sont payées, veiller à ce que tu ne te fasses pas arnaquer. Cela me tranquilliserait de savoir que tu es protégé. J'aurais dû remettre cela en question. J'aurais dû demander pourquoi elle pensait que j'avais besoin de protection, mais je me noyais dans le chagrin. Et Juliette était ma fille, la fille de Marguerite, la petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo, l'adolescente que j'avais conduite à l'université, la femme qui s'était tenue à mes côtés aux funérailles de sa mère, les larmes ruisselant sur son visage. Je lui faisais confiance. Alors, j'ai signé les documents. J'ai donné à Juliette une procuration temporaire sur mes affaires financières, croyant que c'était pour ma propre protection. Ce fut ma première erreur. Pendant les 4 mois suivants, je n'ai pas prêté attention à mes comptes bancaires. Je ne vérifiais pas mes relevés. J'étais à peine fonctionnel, traversant l'existence sans vraiment vivre. Juliette continuait de me rendre visite, apportant des courses, rangeant la maison, me parlant de son travail et de sa vie. Tout semblait normal. Puis, un samedi matin de fin avril, j'ai croisé Thomas Dubois au supermarché. Thomas était le frère de Marguerite, l'oncle de Juliette, et nous étions proches depuis des décennies. Il m'a pris à part près du rayon fruits et légumes, l'air troublé. « Robert, je dois te demander quelque chose, et je ne veux pas que tu le prennes mal. » J'ai posé le sac de pommes que j'examinais. « Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Est-ce que Juliette s'en sort financièrement? Je l'ai croisée dans un restaurant en ville le mois dernier, et elle était avec un type qui avait une Porsche Cayenne flambant neuve. Et puis la semaine dernière. Ma femme l'a vue entrer pour visiter un appartement de standing dans le 6e arrondissement. Ces endroits commencent à 5 millions d'euros. Je pensais que sa boîte de tech n'allait pas fort. A-t-elle touché un héritage dont nous ne sommes pas au courant? Mon sang s'est glacé. De quoi parles-tu? Thomas semblait mal à l'aise. Écoute, ce ne sont pas mes affaires de savoir comment elle dépense son argent. Mais Marguerite s'inquiétait souvent que Juliette soit trop concentrée sur le statut social, sur les apparences. Elle a toujours été un peu extravagante. Même quand elle n'en avait pas les moyens. J'ai juste trouvé le timing bizarre. J'ai laissé mon caddie au milieu de l'allée et je suis rentré directement chez moi. Mes mains tremblaient alors que je me connectais à ma banque en ligne pour la première fois depuis des mois. Le compte principal affichait un solde de 200 000 euros. Plus de 2 millions d'euros avaient disparu. Je suis resté assis là, fixant l'écran, ma vision se brouillant, ma poitrine serrée. Cela ne pouvait pas être vrai. Il devait y avoir une erreur. La banque avait dû faire une erreur. Mais en faisant défiler l'historique des transactions, la vérité s'est révélée dans une série de virements. 100 000 euros ici, 150 000 euros là. De plus petites sommes, 20 000 euros, 30 000 euros, 45 000 euros, toutes retirées au cours des 4 derniers mois. Chaque transaction était autorisée avec ma procuration, signée électroniquement par Juliette en mon nom. J'ai tracé où l'argent était allé. Certains virements allaient directement sur le compte personnel de Juliette. D'autres allaient vers des concessionnaires automobiles, des agents immobiliers, des boutiques de luxe, un voyage à l'île Maurice, des magasins de meubles, des restaurants étoilés. Ma fille avait systématiquement volé l'assurance vie de sa mère. Je ne me souviens pas de grand-chose du reste de cette journée. Je sais que j'ai vomi dans ma salle de bain. Je sais que je me suis assis sur le sol du dressing de Marguerite, entouré de ses vêtements, sanglotant jusqu'à n'avoir plus de larmes. Je sais que j'ai regardé notre photo de mariage sur la cheminée et senti quelque chose en moi se briser encore plus que je ne le pensais possible. Quand Juliette a appelé ce soir-là pour voir comment j'allais, j'ai failli répondre. Ma main a plané au-dessus du téléphone, tremblante, mais je n'ai pas pu le faire. Je ne pouvais pas entendre sa voix faire semblant de se soucier de moi alors qu'elle vivait de la mort de sa mère. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des mois plus tôt. J'ai appelé maître Richard Lefebvre, l'avocat qui s'était occupé du testament de Marguerite et de notre planification successorale. Richard, je dois vous voir lundi matin à la 1re heure.
C'est urgent. Ce lundi matin, j'étais assis dans le bureau de Richard, rue de la République, et j'ai exposé tout ce que j'avais découvert. Il a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail que je partageais. « Robert, c'est de l'escroquerie et de l'abus de confiance », a-t-il dit quand j'ai fini. Juliette a utilisé sa procuration pour détourner des fonds à son profit personnel. C'est une infraction pénale. Nous ne parlons pas seulement d'un procès civil ici. Nous parlons d'une peine de prison potentielle. Je me fiche de la prison, ai-je dit, ma voix plus dure que je ne l'avais entendue depuis des années. Je veux récupérer mon argent. Je veux qu'elle en assume les conséquences. Marguerite lui faisait confiance. Je lui faisais confiance. Elle a volé sa propre mère morte. Richard a hoché la tête sombrement. Nous devrons agir rapidement. D'abord, nous devons révoquer immédiatement sa procuration. Ensuite, nous déposerons une demande de référé pour geler ses avoirs. Après cela, nous rassemblerons les preuves et déposerons plainte au civil et au pénal. Combien de temps cela prendra-t-il? Si nous agissons agressivement, nous pouvons faire déposer la requête d'ici demain. La procédure judiciaire complète pourrait prendre des mois, peut-être plus. Mais Robert? Je dois vous poser une question difficile. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout? Juliette est votre fille. Cela détruira votre relation avec elle. J'ai pensé à Marguerite. J'ai pensé à elle me faisant promettre de prendre soin de moi, d'honorer la famille. Mais j'ai aussi pensé à ce que Marguerite dirait si elle savait ce que Juliette avait fait. Elle a détruit notre relation quand elle m'a volé, ai-je dit. Allons-y. Richard a agi avec la précision d'un avocat chevronné. Le mardi après-midi, nous avions une date d'audience d'urgence. Le mercredi matin, nous étions devant un juge du tribunal judiciaire de Lyon, présentant les preuves de la fraude de Juliette. Juliette n'était pas là. Elle n'avait pas encore été notifiée. L'ordonnance a été accordée sur requête, ce qui signifie que le juge l'a émise sur la seule base de nos preuves. En quelques heures, tous les comptes de Juliette ont été gelés. La Porsche qu'elle avait prise en leasing a été saisie. L'acompte qu'elle avait versé pour l'appartement a été bloqué. La véritable confrontation a eu lieu 3 jours plus tard. Richard avait organisé une réunion à son bureau, en terrain neutre. Je suis arrivé tôt, l'estomac noué. Je n'avais pas vu Juliette depuis que j'avais découvert la vérité, et je ne savais pas comment je réagirais en lui faisant face. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard, l'air soigné et confiant dans une tenue de créateur que j'avais probablement payée. Quand elle est entrée dans la salle de conférence et m'a vu assis à côté de Richard, son expression est passée de la confusion à l'inquiétude. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous mes comptes sont bloqués? J'essaie de te joindre depuis des jours. »« Asseyez-vous, Juliette, » a dit Richard fermement. Elle est restée debout. « Je ne comprends pas, papa. Qu'est-ce qui arrive? » Je ne pouvais pas parler. Si j'ouvrais la bouche, je commencerais à hurler et ne m'arrêterais jamais. Richard a fait glisser un dossier sur la table. Mademoiselle Mercier, nous avons documenté chaque transaction frauduleuse que vous avez effectuée en utilisant votre procuration. 2 300 000 € retirés du compte de votre père en 4 mois, une Porsche Cayenne, un acompte pour un appartement dans le 6e, de multiples virées shopping. Des factures de restaurant et des vacances à l'île Maurice. Tout cela payé avec l'argent que votre mère a laissé à votre père. La couleur a quitté le visage de Juliette. Je peux expliquer. Je vous en prie, dit froidement Richard. Juliette m'a regardé, ses yeux se remplissant soudain de larmes. Papa, j'allais rembourser. Je te jure, j'avais des dettes, des problèmes financiers. Ma boîte était en difficulté. J'avais juste besoin d'emprunter de l'argent pour me remettre sur pied. J'allais tout rendre une fois ma situation améliorée. Tu as volé plus de 2 millions d'euros, ai-je dit, ma voix se brisant. Tu ne les as pas empruntés. Tu les as volés. Pendant que je pleurais ta mère, pendant que je pouvais à peine sortir du lit, tu t'asseyais à ma table de cuisine en buvant du café, faisant semblant de te soucier de moi, et tout ce temps, tu me dépouillais. Papa, s'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai craqué. Tu as perdu le droit de m'appeler comme ça quand tu as décidé que l'assurance vie de ta mère était ton compte bancaire personnel. Le sang-froid de Juliette s'est brisé. Elle s'est effondrée sur une chaise, les mains tremblantes. Je suis désolé.
Je suis tellement désolé. J'ai fait une terrible erreur. J'étais dépassé. Les dettes m'écrasaient. Je pensais que je pourrais en prendre juste un peu, régler mes problèmes et le remettre avant que tu ne le remarques. Mais ensuite j'en ai eu besoin de plus, et encore plus. Et c'est devenu incontrôlable. Tu as acheté une Porsche, ai-je dit, ma voix dégoulinant de mépris. Tu as versé un acompte sur un appartement à 1,5 million. Tu es allé à Maurice. Ne m'insulte pas en prétendant que c'était pour des dettes. C'était de la cupidité. Richard a ouvert un autre dossier. Monsieur Mercier dépose plainte au civil et au pénal contre vous. Le procès civil visera le recouvrement intégral des fonds volés plus dommages et intérêts. Les charges pénales incluent l'abus de confiance, le vol et l'abus de faiblesse par une personne titulaire d'une procuration. Si vous êtes reconnu coupable, vous risquez jusqu'à 7 ans de prison. Le visage de Juliette est devenu blanc. La prison? Papa, tu ne peux pas être sérieux. Je suis ta fille et Marguerite était ma mère. J'ai dit, qu'as-tu pensé quand tu dépensais son assurance vie en voiture de luxe et en pantouse? As-tu pensé au fait qu'elle est morte en croyant que tu nous aimais? Qu'elle m'a fait promettre de m'assurer que tu savais à quel point la famille était importante pour elle? Juliette pleurait ouvertement maintenant. Je t'aime. J'aimais maman. J'ai fait une horrible erreur. S'il te plaît, papa, ne fais pas ça. On peut arranger ça en famille. Je vendrai tout. Je te rembourserai. Ne m'envoie pas en prison. J'ai regardé cette femme, cette étrangère portant le visage de ma fille, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'un froid dégoût. Tu aurais dû y penser avant de nous trahir, ai-je dit. Je me suis levé, mes jambes instables. Richard, procédez à tout. Je veux qu'elle soit poursuivie avec toute la rigueur de la loi. Les 6 mois suivants furent brutaux. La procédure judiciaire a avancé avec une inévitabilité broyante. Juliette a engagé son propre avocat, un ténor du barreau, qui a essayé de la dépeindre comme une victime d'un jugement altéré par le deuil. Ils ont soutenu qu'elle avait été émotionnellement dévastée par la mort de sa mère, qu'elle avait pris des décisions impulsives alors qu'elle n'avait pas toute sa tête, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de garder l'argent définitivement. Mais les preuves étaient accablantes. L'équipe de Richard a fait venir des experts comptables judiciaires qui ont tracé chaque euro, documentant le schéma de vol délibéré et systématique. Ils ont montré que Juliette avait planifié cela, qu'elle s'était renseignée sur les lois concernant la procuration, qu'elle avait attendu que je sois au plus vulnérable avant d'exécuter son plan. Le procès pénal a débuté en octobre. Je me suis assis dans cette salle d'audience chaque jour, regardant les mensonges de ma fille s'effondrer sous le contre-interrogatoire. Le procureur était implacable, présentant des relevés bancaires, des reçus, des emails où Juliette discutait de l'achat d'articles de luxe. Ils ont même trouvé des SMS où elle se vantait auprès d'amis de son héritage, plaisantant sur le fait que la mort de sa mère était venue avec une belle indemnité de compensation. Quand j'ai entendu cette dernière partie, j'ai failli m'effondrer. Marguerite s'était inquiétée du matérialisme de Juliette, mais j'avais toujours défendu notre fille. Elle est juste jeune, disais-je. Elle mûrira. Elle comprendra ce qui compte vraiment. J'avais tellement tort. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Lors de l'audience de détermination de la peine, la juge a regardé Juliette avec un mépris ouvert. Mademoiselle Mercier. Vous avez exploité votre père pendant la période la plus vulnérable de sa vie. Vous avez volé de l'argent qui représentait l'acte final d'amour et de soin de votre mère pour son mari. Vous n'avez montré aucun remords jusqu'à ce que vous soyez prise. Ce tribunal juge vos actions répréhensibles. Elle a condamné Juliette à 4 ans de prison ferme, avec une possibilité de liberté conditionnelle après 18 mois. Elle a également ordonné la restitution intégrale de tous les fonds volés plus des dommages et intérêts totalisant 2,6 millions d'euros. Juliette s'est effondrée en larmes. Son avocat l'a soutenue alors que les gendarmes s'approchaient. Avant qu'il ne l'emmène, elle m'a regardé une dernière fois. Papa, s'il te plaît. Je suis désolé. S'il te plaît, ne laisse pas les choses finir comme ça. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Cette nuit-là, seul dans ma maison, je me suis assis dans le fauteuil de Marguerite et je me suis demandé si j'avais fait la bonne chose. Juliette allait en prison. Notre relation était détruite. La fille que Marguerite et moi avions élevée, aimée, et pour laquelle nous nous étions sacrifiés était partie,
remplacé par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Mais la voix de Marguerite résonnait dans ma tête. Assure-toi qu'elle comprenne que la famille est tout ce qui compte. La famille signifiait-elle pardonner le vol? Cela signifiait-il permettre la trahison? Ou cela signifiait-il tenir les gens responsables lorsqu'ils violaient la confiance la plus sacrée? Je n'avais pas de réponse. La première année après l'incarcération de Juliette fut étrange. J'étais seul d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Marguerite était partie. Juliette était partie. J'avais perdu toute ma famille en l'espace de 2 ans. Thomas et sa femme prenaient régulièrement de mes nouvelles. Des amis du centre social m'ont ramené au parti de bridge. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à reconstruire quelque chose ressemblant à une vie. J'ai utilisé les fonds récupérés pour créer la Fondation Marguerite Mercier, une association caritative fournissant une aide financière aux familles confrontées à des dépenses médicales liées au cancer. Cela semblait être la bonne façon d'honorer la mémoire de Marguerite, de transformer la trahison de Juliette en quelque chose de significatif. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat dans un groupe de soutien au deuil, partageant mon histoire avec d'autres qui avaient perdu leur conjoint. Parler de Marguerite aidait à la garder vivante dans mon cœur. Et parler de la trahison de Juliette aidait d'autres personnes à reconnaître les signes avant-coureurs de l'exploitation financière au sein des familles. 18 mois après le début de la peine de Juliette, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une assistante sociale de la prison, le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Monsieur Mercier, je vous appelle au sujet de votre fille, Juliette. Elle a été inscrite à un programme de réhabilitation ici. Spécifiquement axé sur la compréhension et la gestion de son comportement. Son conseiller pense qu'elle a fait de réels progrès et Juliette a demandé à vous rencontrer. Vous n'avez aucune obligation d'accepter, mais je voulais vous transmettre l'invitation. J'ai raccroché sans répondre. Une semaine plus tard, l'assistante sociale a rappelé. Cette fois, elle était plus directe. Monsieur Mercier, je comprends votre hésitation. Ce que Juliette a fait est inadmissible, mais je travaille avec elle depuis plus d'1 an maintenant. Et j'ai vu quelque chose changer en elle. Elle ne demande pas le pardon. Elle ne vous demande pas d'abandonner les charges ou de l'aider pour sa libération conditionnelle. Elle veut juste parler, expliquer ce qui se passait dans sa tête, reconnaître ce qu'elle vous a fait. Pourquoi devrais-je me soucier de ce qui se passait dans sa tête, ai-je demandé amèrement. Parce que vous êtes son père, a dit l'assistante sociale doucement. Et parce que prétendre qu'elle n'existe pas n'efface pas ce qui s'est passé. Cela ne vous donne pas la paix. J'ai déjà vu cela, monsieur Mercier. Les traumatismes non résolus s'infectent. Peut-être que l'écouter ne changera rien, mais peut-être que cela vous permettra de tourner la page. J'y ai pensé pendant 2 semaines supplémentaires avant d'accepter finalement. La visite à la prison était prévue un mardi après-midi. J'ai conduit jusqu'à Rennes avec l'estomac noué. Richard avait proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. C'était quelque chose que je devais faire seul. Le parloir était austère et déprimant. Chaises en plastique, surveillance lourde, une atmosphère de défaite et de regret. Quand Juliette a été amenée, je l'ai à peine reconnue. Disparue, la femme soignée et confiante qui était entrée dans le bureau de Richard. Cette Juliette portait des vêtements de prison, pas de maquillage, ses cheveux tirés en une simple queue de cheval. Elle paraissait plus vieille, plus mince, épuisée, mais ses yeux étaient différents, plus clairs, en quelque sorte moins fuyants. Elle s'est assise en face de moi et a immédiatement commencé à pleurer. « Merci d'être venue », a-t-elle chuchoté. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« J'ai failli ne pas venir », ai-je dit honnêtement. « Je ne t'en aurais pas voulu. » Elle a pris une respiration tremblante. « Papa, je n'attends pas que tu me pardonnes. Je n'attends rien de toi. J'ai juste besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai fait. Je comprends à quel point je t'ai blessé. Et je suis tellement désolé. Désolé ne rend pas l'année et demie que tu m'as volé, ai-je dit. Désolé ne ramène pas la confiance de ta mère. Désolé n'efface pas le fait que tu as dépensé son assurance vie pour une putain de voiture de sport. Juliette a tressailli. Je sais. Tu as raison. Rien de ce que je dis ne peut t'arranger ça. Mais je veux que tu comprennes pourquoi je l'ai fait. Pas comme une excuse, mais comme une explication. J'ai croisé les bras. J'écoute. Elle a essuyé ses yeux. Quand maman est morte, je me suis effondré aussi.
Je sais que tu ne le crois pas. Je sais qu'on aurait dit que j'allais bien. Que j'étais passé à autre chose rapidement. Mais je n'allais pas bien. Je me noyais. J'étais massivement endetté à cause de mon divorce. La boîte de tech pour laquelle je travaillais faisait faillite. J'étais sur le point de perdre mon appartement. Je me sentais comme une ratée complète. Et je ne pouvais pas supporter l'idée que maman soit déçue de moi. Alors, tu m'as volé pour éviter la déception, ai-je demandé, incrédule. Je me disais que j'empruntais, a-t-elle continué. Je me suis convaincu que si je pouvais juste remettre ma vie en ordre, si je pouvais devenir prospère et stable, alors j'honorerais la mémoire de maman. Je pensais que si j'avais l'air d'avoir réussi, si je semblais avoir ma vie en main, alors d'une manière ou d'une autre, je me sentirais réellement en réussite. C'était délirant, je sais, mais à ce moment-là, j'y croyais. La procuration était ton opportunité, ai-je dit sèchement. Juliette a hoché la tête, d'autres larmes coulant. Tu étais si brisé après la mort de maman. Si vulnérable. Et j'ai honte de le dire, mais une partie de moi en voulait à cela. Je t'en voulais de pouvoir t'effondrer alors que je devais tenir bon. Devoir être la forte. Celle qui s'occupe de tout. J'étais en deuil aussi. Mais personne ne demandait comment j'allais. Tout le monde s'inquiétait pour toi. Alors c'était une vengeance ? Non, a-t-elle dit rapidement. Non, papa. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la faiblesse. C'était de l'égoïsme. C'était moi me convainquant que je méritais quelque chose pour toute la douleur que je ressentais. Que maman aurait voulu que j'aille bien et donc qu'il était acceptable de prendre l'argent. J'ai secoué la tête de dégoût. Ta mère aurait été horrifiée. Je sais, a sangloté Juliette. Je le sais maintenant. J'ai passé chaque jour des 18 derniers mois à penser à ce que maman dirait si elle savait ce que j'avais fait. La thérapeute ici travaille avec moi sur la compréhension de mes schémas de pensée, mes justifications. Mon auto-illusion. J'ai dû affronter le fait que je ne suis pas la personne que je pensais être. Que je suis capable de choses terribles quand j'ai peur et que je suis désespéré. Tout le monde est capable de choses terribles, ai-je dit. Ce qui compte, c'est si l'on choisit de les faire. Tu as raison, a-t-elle dit doucement. J'ai fait un choix, de multiples choix. Chaque fois que je virais de l'argent, chaque fois que j'achetais quelque chose, chaque fois que je m'asseyais à ta table de cuisine et prétendais que tout allait bien. Je faisais un choix et j'ai mal choisi. J'ai choisi la cupidité plutôt que l'intégrité. J'ai choisi le confort plutôt que l'honnêteté. J'ai choisi de trahir les deux personnes qui m'aimaient le plus au monde. Nous sommes restés assis en silence un moment. J'ai regardé cette femme brisée et j'ai essayé de la réconcilier avec la fille que j'avais élevée. La petite fille qui pleurait quand nous avions écrasé un écureuil sur l'autoroute, l'adolescente qui faisait du bénévolat aux banques alimentaires. L'adulte qui s'était tenu à mes côtés aux funérailles de sa mère. Me dis-tu cela pour que je m'apitoie sur ton sort, ai-je demandé. Non, a dit Juliette. Je te dis cela parce que tu mérites de connaître la vérité. Tu mérites de savoir que ce que j'ai fait ne venait pas du fait que tu étais un mauvais père ou maman une mauvaise mère. Vous étiez des parents merveilleux. Je vous ai laissé tomber. Et non l'inverse. Et je te dis cela parce que j'ai besoin que tu saches que j'essaie de changer. Pas pour la libération conditionnelle, pas pour réduire ma peine, mais parce que je ne peux plus vivre avec qui j'étais. Comment puis-je savoir que ce n'est pas une autre manipulation, ai-je demandé. Comment savoir que tu ne dis pas juste ce que tu penses que je veux entendre? Tu ne peux pas, a-t-elle admis. Tu n'as aucune raison de me croire. J'ai détruit ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que pour la première fois de ma vie, je suis complètement honnête avec moi-même, avec ma thérapeute, et maintenant avec toi. J'ai passé des années à mentir à tout le monde. Y compris à moi-même. J'en ai fini avec les mensonges. J'ai étudié son visage, cherchant le moindre signe de tromperie, mais je n'ai vu que de l'épuisement et un remords sincère. Que veux-tu de moi, Juliette? Rien, a-t-elle dit immédiatement. Je ne veux pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas d'aide pour ma libération conditionnelle. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai pris. Pas seulement l'argent, mais ta confiance, ta paix. Ta foi en moi.
J'ai pris la fille que tu as élevée et je l'ai transformée en quelqu'un que tu ne pouvais pas reconnaître. Et je suis désolé. C'est tout. Je suis juste tellement incroyablement désolé. J'ai quitté cette visite en me sentant plus confus que je ne l'avais été depuis des années. Je m'attendais à me sentir satisfait, vengé. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Au cours des 6 mois suivants, Juliette a continué à m'envoyer des lettres. Elle ne demandait rien. Elle écrivait simplement à propos de ses séances de thérapie, des livres qu'elle lisait, des autres femmes du programme et de leurs histoires. Elle écrivait sur ses souvenirs de Marguerite, sur la culpabilité qu'elle ressentait chaque fois qu'elle pensait à sa mère. Je ne répondais pas aux lettres, mais je les lisais toutes. Quand Juliette est devenue éligible à la libération conditionnelle, elle n'a pas demandé mon soutien. Elle ne m'a pas demandé de parler en son nom. Selon son assistante sociale, elle a dit à la commission des libérations conditionnelles qu'elle méritait de purger sa peine complète, qu'elle avait causé un mal incommensurable et qu'elle comprenait s'il lui refusait une libération anticipée. La commission lui a accordé une libération conditionnelle après 22 mois. Elle était tenue de poursuivre sa thérapie, d'effectuer des travaux d'intérêt général et faisait l'objet d'une surveillance financière stricte. Elle a également reçu l'ordre de continuer à effectuer des paiements de restitution sur tout revenu qu'elle gagnerait. Une semaine après sa libération, Juliette m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. « Salut, papa » a-t-elle dit quand j'ai décroché. Sa voix était incertaine, fragile. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé. « Je voulais juste te faire savoir que je suis sorti. Je vis dans un foyer de réinsertion à Vénissieux. J'ai trouvé un emploi dans une association qui aide les femmes anciennement incarcérées à trouver du travail. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un travail honnête. Tant mieux pour toi, ai-je dit, mon ton neutre. Je voulais aussi te dire que je visite la tombe de maman chaque semaine. Je lui parle du programme, de ce que j'apprends sur moi-même. Je lui présente mes excuses. Je sais qu'elle ne peut pas m'entendre, mais ça aide. Ma gorge s'est serrée. Elle aurait voulu savoir que tu essayais. Il y eut un long silence. Papa, je ne demande pas une relation. Je sais que c'est probablement impossible maintenant, mais si jamais tu veux me voir, si jamais tu veux parler, je suis là. Et si tu ne veux plus jamais me voir, je comprends ça aussi. Je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. Je t'aime, papa, a dit Juliette doucement. Je sais que je n'ai plus le droit de dire ça, mais c'est vrai. Je t'aime et j'aimais maman et je passerai le reste de ma vie à essayer de devenir quelqu'un digne de cet amour. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Pendant les 3 mois suivants, j'ai lutté avec ce qu'il fallait faire. Une partie de moi voulait maintenir le mur que j'avais construit pour garder Juliette à distance pour toujours. Elle avait commis un acte impardonnable. Elle m'avait volé quand j'étais au plus bas. Pourquoi devrais-je lui donner une autre chance? Mais une autre partie de moi, la partie qui entendait encore la voix de Marguerite, se demandait ce que ma femme voudrait que je fasse. Marguerite croyait en la rédemption. Elle croyait que les gens pouvaient changer s'ils le voulaient vraiment. Elle croyait au pouvoir du pardon, non pas pour la personne pardonnée, mais pour la personne qui pardonne. En décembre, le jour de ce qui aurait été le 65e anniversaire de Marguerite, je suis allé au cimetière. J'y allais chaque mois depuis sa mort. Habituellement seul, habituellement en silence. Mais cette fois, quand je suis arrivé, quelqu'un était déjà là. Juliette était agenouillée près de la pierre tombale de Marguerite. La tête baissée. Elle ne m'a pas remarqué approcher jusqu'à ce que je sois juste à côté d'elle. Elle a levé les yeux, surprise. « Papa, je ne savais pas que tu venais. »« C'est son anniversaire, » ai-je dit. « Je viens toujours pour son anniversaire. » Juliette a hoché la tête. Elle avait apporté des fleurs, de simples marguerites, les préférées de sa mère. Moi aussi. Même quand j'étais. Quand je faisais ce que je faisais, je n'ai jamais oublié son anniversaire. Nous sommes restés là ensemble dans un silence gêné. 2 personnes liées par l'amour pour la même femme, séparées par un acte de trahison impardonnable. Je lui ai fait une promesse, ai-je finalement dit. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de prendre soin de moi et de m'assurer que tu savais combien nous t'aimions. Les yeux de Juliette se sont remplis de larmes. Je savais. J'ai toujours su. C'est ce qui rend ce que j'ai fait encore pire. J'ai pris une profonde inspiration. Elle croyait aussi aux secondes chances.
Elle croyait que les gens pouvaient changer. Tu le crois? A demandé Juliette doucement. J'y ai réfléchi. Est-ce que je croyais que Juliette avait changé? Est-ce que je croyais qu'elle avait vraiment des remords? Ou étais-je juste un vieil homme qui avait perdu sa femme et ne voulait pas perdre sa fille aussi? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je pense que Marguerite voudrait que j'essaie de le découvrir. Le visage de Juliette s'est chiffonné. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ta volonté de même l'envisager. Non, ai-je convenu. Tu ne le mérites pas. Mais Marguerite croyait que l'amour ne concernait pas ce que les gens méritaient. Il s'agissait de ce que nous choisissions de donner, même quand c'était difficile. Au cours de l'année suivante, Juliette et moi avons entamé le processus lent et douloureux de reconstruction d'une sorte de relation. Ce n'était pas comme avant. Ce ne serait jamais comme avant. Il y avait trop de dégâts, trop de confiance brisée. Mais nous nous retrouvions une fois par mois pour un café. Nous parlions de Marguerite, de nos souvenirs d'elle. Juliette me parlait de son travail à l'association, des femmes qu'elle aidait. Elle me montrait ses relevés financiers, prouvant qu'elle effectuait ses paiements de restitution à temps. Elle suivait une thérapie 2 fois par semaine et participait à un programme en 12 étapes pour les personnes ayant des problèmes de contrôle des impulsions. J'ai assisté à mes propres séances de thérapie, travaillant sur ma colère et mon sentiment de trahison. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que pardonner à Juliette ne signifiait pas oublier ce qu'elle avait fait ou prétendre que cela n'était pas arrivé. Cela signifiait reconnaître le mal tout en reconnaissant ses efforts pour changer. 2 ans après la libération de Juliette, elle a demandé si elle pouvait faire du bénévolat au sein de la Fondation Marguerite Mercier. J'étais hésitant, mais elle a présenté des arguments convaincants. Je sais ce que c'est de faire des choix terribles qui détruisent votre vie, a-t-elle dit. Je sais ce que c'est de blesser les gens qui vous aiment. Si je peux aider ne serait-ce qu'une famille à éviter le genre de douleur que nous avons traversé, si je peux aider les gens à comprendre comment le stress financier peut mener à des décisions désespérées. Alors peut-être que je pourrais transformer ce que j'ai fait en quelque chose de significatif. J'ai accepté sous condition. Elle travaillerait sous étroite surveillance. Elle n'aurait aucun accès au fonds. Elle partagerait son histoire honnêtement avec les familles que nous aidions, expliquant ce qu'elle avait fait et pourquoi l'exploitation financière au sein des familles était si dévastatrice. Juliette a tout accepté. Elle est devenue l'une de nos bénévoles les plus efficaces, parlant ouvertement de son crime et de ses conséquences. Les familles l'écoutaient parce qu'elle l'avait vécu. Elle n'était pas un exemple lointain. Elle était une personne réelle qui avait commis un acte terrible et essayait de se racheter. Cela fait maintenant 4 ans que Juliette est allée en prison. Notre relation est compliquée. Je ne lui fais pas entièrement confiance, et je ne le ferai probablement jamais. Certaines trahisons coupent trop profondément pour guérir complètement. Mais je vois ses efforts. Je vois son engagement à changer. Je vois la personne qu'elle essaie de devenir. Le mois dernier, à l'anniversaire de la mort de Marguerite, Juliette et moi avons visité le cimetière ensemble. Nous nous sommes tenus côte à côte devant la pierre tombale, et Juliette a parlé à voix haute. « Salut, maman. C'est moi. Je suis ici avec papa. Je sais que je t'ai déçu. Je sais que j'ai brisé ton cœur, le cœur de papa et le mien. Mais je veux que tu saches que j'essaie. J'essaie d'être la fille que tu as élevée. J'essaie d'honorer ta mémoire en aidant d'autres personnes. J'essaie de réparer ce que j'ai fait. Je sais que ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez, mais j'essaie. » J'ai posé ma main sur son épaule. C'était la première fois que je la touchais volontairement depuis des années. « Ta mère serait fière que tu essaies, ai-je dit. Elle n'excuserait pas ce que tu as fait, mais elle serait fière que tu n'abandonnes pas. » Juliette s'est penchée vers moi et, juste pour un instant, je me suis permis de me rappeler ce que cela faisait d'être son père. Pas la victime trahie, pas le procureur, juste son père. Je n'oublierai jamais ce que Juliette a fait. Je n'arrêterai jamais de ressentir la douleur de cette trahison. Mais j'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. S'accrocher à la colère ne punit pas la personne qui vous a fait du tort. Cela vous emprisonne simplement dans le passé. Marguerite m'a fait promettre de prendre soin de moi. Et j'ai réalisé que prendre soin de moi signifie ne pas laisser la trahison de Juliette définir le reste de ma vie. Cela signifie choisir d'avancer même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Est-ce que cela signifie que tout est pardonné? Non. Est-ce que cela signifie que notre relation est restaurée?
Non. Mais cela signifie que j'essaie de trouver la paix pour Marguerite, pour moi-même, et peut-être, juste peut-être, pour la fille que j'ai connue autrefois. Si vous avez été trahi par quelqu'un que vous aimez, par quelqu'un en qui vous aviez totalement confiance, je comprends votre douleur. Je l'ai vécu. Je la vis encore. Il n'y a pas de réponse facile, pas de chemin simple vers la guérison. Certains d'entre vous choisiront de ne jamais pardonner, et c'est valable. Certains d'entre vous choisiront de reconstruire, et c'est valable aussi. Ce qui compte, c'est que vous fassiez le choix qui vous permet de vivre avec vous-même, qui vous permet d'honorer la mémoire des personnes que vous avez perdues sans être consumé par l'amertume. Marguerite est partie. Je ne peux pas la ramener. Mais je peux honorer sa croyance en la rédemption et les secondes chances, même quand c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. C'est mon histoire. C'est ma vérité. Prenez-en ce que vous voulez.